Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Artichaut, le balado cultivé. Artichaut, c'est un projet qui est né entre des discussions avec mon ami Jonathan Marino. Donc, juste pour me présenter brièvement, je suis Laurier Barjaudoin, je suis musicien, j'ai fait un cégep en cinéma, donc j'ai un background artistique un peu éclectique Guitariste et d'ambiance, guitariste d'ambiance, soit dit en passant. effectivement. Et la voix suave que vous venez d'entendre, c'est mon co-animateur Jonathan Marino. Jonathan, qui es-tu? Bonjour tout le monde. Jonathan, ben écoutez, j'ai fait mes études en cinéma avec Laurier au Cégep. Ensuite, prof d'histoire qui n'a jamais commencé finalement, qui n'enseigne pas. Puis un passionné de musique, de cinéma, de jeux vidéo, de tout ce qui est médias et culture en général, là. Particulièrement la culture américaine, je dirais. Là, j'ai un petit fanatisme pour ça. Donc, c'est ça. Puis très content de participer au projet. Donc, on se présente un peu, pas juste pour se plugger nous-mêmes, mais bien pour vous donner un peu une idée de notre perspective. Le point de ce podcast-ci, ça va être de recevoir des invités, des artistes émergents, ou certains peut-être éventuellement moins émergents, qui sait, mais des artistes qui vont venir nous parler un peu de leur trajectoire artistique, c'est-à-dire à leur niveau, comment ça se passe de faire de la production, c'est quoi leurs influences, c'est quoi leurs intérêts, leurs angoisses, et accessoirement, un des points focaux de l'émission va être de parler d'une œuvre ou de plusieurs œuvres qui les ont particulièrement marqués, influencés dans leur processus et qui continuent aujourd'hui à les influencer. Donc, pour cette semaine, on est très content. Notre premier invité est un jeune cinéaste qui a été présenté à Fantasia avec un de ses courts-métrages, Guerre. Il a été aussi présenté dans plusieurs festivals en Inde, au Mexique. Il a réalisé 3 courts-métrages, travaillé en tant qu'assistant réalisateur, touché au montage, direction sur plus d'une dizaine de projets. C'est notre ami Pierre-Marc Tremblay-Grandbois. Bonjour. Bonjour Pierre-Marc. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton premier projet de long métrage dont on a pu apprécier le scénario. Et tu viens aussi nous parler d'un film qui t'a marqué, soit Dazed and Confused, et les liens à faire entre ce film et ton projet. Oui, exactement. Et Donc, aussi parler d'autres œuvres si vous voulez bien ouais, entendre. Pierre-Marc, qui était un collègue du cégep de cinéma, était réputé pour son savoir encyclopédique en matière de cinéma, évidemment. Et donc, nous doutions bien qu'il allait nous parler de plus d'un film quand nous l'avons invité. Mais c'est J'ai- pour ça que c'est aussi extrêmement intéressant de l'entendre parler d'une œuvre en particulier, parce que quelqu'un qui en consomme autant avait quand même un éventail de choix assez étendu. Ben écoute, donc je vais parler de Days and Confused. J'ai parlé aussi de beaucoup d'autres œuvres. J'ai déjà fait une liste dans ma tête de choses, pas juste de films, de beaucoup de choses que j'ai goût de vous parler. Oui, Mais Days and Confused principalement, qui est un film de Richard Linklater sorti en 93, que ça fait 10 ans que je connais, que j'ai vu, même plus de 10 ans. Je le connais depuis que je suis adolescent. Ça se passe dans les années 70 et c'est la dernière journée d'école pour les étudiants du secondaire et du primaire. Et on voit en fait une vingtaine, trentaine de personnages qui cohabitent. C'est un film choral, c'est un film où les histoires s'entrecroisent. Puis c'est pas mal juste ça, c'est juste la dernière journée d'école pour plusieurs étudiants et tu les vois le moment où l'école finit, la cloche sonne, jusqu'à un party qu'ils font pour fêter la première journée de leurs vacances d'été. oui, un film qui n'a pas donc des enjeux extravagants. On n'est pas dans le. On ne doit pas sauver le monde de Thanos, mais bien simplement une tranche de vie. Exactement. Oui, c'est un film épisodique. Puis c'est intéressant, c'est le deuxième long métrage de Richard Linklater. Puis son premier était aussi un film dans le même style, Slaker, qui est un film encore une fois épisodique avec un film choral avec plein de personnages que je peux pas vous parler, je l'ai pas encore vu, mais c'est sur ma liste à voir bientôt. Alors ça, c'est un classique de Pierre-Marc. Quand nous parlions de son savoir encyclopédique. C'est un peu. Est-ce que tu avais vu, je fais un parallèle, mais Freaks and Geeks, Pierre-Marc, sûrement? Non, pas encore. Il était Ah sur. non! Non, genre, je connais, je voulais le voir. Mais c'est vrai qu'il y a des parallèles à faire sur Hmm. peut-être l'ambiance que Freaks and Ouais. Geeks a Ben, pris.
la prémisse est différente, la manière de l'exploiter aussi, vu que c'est une série, tu sais, c'est pas comme un Exact, ouais. film. Mais quand même, ouais, c'était intéressant, c'était une bonne série. Mais c'est pour ça que je voulais le voir, parce que Freaks and Geeks me faisait beaucoup penser à Dazed and Confused. Mm. Et Freaks and Geeks, en plus, a parti beaucoup de talents qui ont une belle carrière après dans le cinéma Dont ou dans la télé. James Franco et Seth Rogen, soit dit en Exact, passant. exact. Ouais. Ben écoute, on peut Parfait. arrêter l'émission, j'allais écouter, puis je vous reviens après. Non, Parfait, Parfait. on refait ça demain. Blagues à part. On va commencer avec quelques questions un petit peu plus profondes, si ça ne te dérange pas. Oui, bien sûr. Donc, la première, la grosse question, pourquoi créer Pierre-Marc? Pourquoi Pierre-Marc crée-t-il? Pourquoi moi j'ai créé? Écoute, depuis que je suis tout jeune, là, depuis que j'ai 5-6 ans, je veux être dans le milieu des arts. Au début, je voulais faire du théâtre, là, j'étais tout le temps très, très expressif. Puis, donc, dès le début, je voulais en fait divertir le monde. Mon but premier, avant toute chose, quand j'ai commencé, c'était de divertir le monde. Tu sais, j'étais le comique de la classe, je voulais faire rire, je voulais que le monde passe un bon moment. Et donc, j'ai voulu être comme comédien, j'ai voulu être humoriste. Puis avec le temps, quand j'ai découvert le cinéma, j'ai voulu réaliser des films, j'ai voulu raconter des histoires, j'ai voulu divertir donc le plus de monde possible. Et aussi, donc, il y a, en vieillissant, je voulais pas juste faire un film qui va être le fun à regarder, mais comme qui oublie. J'ai goût aussi de raconter quelque chose qui est important, avoir un message. Donc, tu sais, il y a des films qui sont sans critiquer, j'aime ce genre de film-là. Il y a des films qui sont complètement juste pour divertir, là, un gros blockbuster américain quand tu mets ton cerveau à off. Encore une fois, j'ai l'air de dire ça péjoratif, mais j'aime ces films-là. Ou il y a des films. Est-ce que je peux juste paraphraser Derek Ashfield qui Oui, appellerait ça de la saucisse? oui, Derek Ashfield qui était notre prof Donc, de on parle cinéma. exactement, prof de cinéma au cégep, on parle bien des films de saucisses. Là. Oui, c'est ça. En fait, à ne pas confondre avec des films de saucisses qui ne sont pas la même chose, mais des Non. films. Comme c'est de la chair. Là. C'est fait pour nourrir les foules. Là. Exact. C'est de la grosse, du fast-food. C'est du fast-food. Puis de l'autre point de vue, de l'autre côté, tu as comme des films d'auteurs super deep, super compliqués. Puis moi, j'ai pas le goût de faire aucun de ces deux-là. J'ai le goût d'être le milieu, comme que tu peux regarder en mettant Mhm. ton cerveau à off, ou que si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, hey, il y a un message dans ce film-là, ça Mhm. parle de quoi d'important, de quoi de sérieux. Puis donc, c'est pas mal ça que je veux faire. Pourquoi je veux créer, c'est raconter des histoires importantes tout en ayant un côté divertissant. Qui a de la substance, mais qui est digeste, en bref. Exactement. Et donc, un peu plus spécifiquement, tu parlais qu'au départ, ce n'était pas le cinéma. Mais Non, c'était plus. Et qu'est-ce qui. Pourquoi, je veux dire, pourquoi pas l'écriture? Pourquoi pas la musique? Pourquoi le cinéma spécifiquement? écoute, ça a vraiment été un coup de foudre, le cinéma, à l'adolescence, quand je suis tombé sur le film Pulp Fiction. En fait, j'ai raconté un peu comme ma vision du cinéma avant Pulp Fiction. C'était vraiment comme ben, c'est ça, de la saucisse, OK? Du gros fast-food, OK? Mhm. Un film, c'était le fait pour être diverti, c'était pas de l'art. C'est quand j'étais jeune. Et là, un jour, je suis tombé sur Pulp Fiction à 15 ans et je me suis dit, wow, tu peux faire ça avec un film, tu peux raconter une histoire de même, tu peux. Toutes les possibilités qu'il y a. Mhm. Et, et- Tous les choix, dans le fond, que tu peux exact. faire. Ouais. Et ça m'a comme ouvert un peu comme l'allégorie de la caverne. J'avais comme vu le soleil, là, tu sais, comme je venais de sortir de l'ombre, puis je venais de voir. Ben, c'est vraiment comme ça que je l'ai Ah senti, oui, là. absolument. Mm. Et c'est C'est vraiment une très belle image. Continue. oui. Et c'est là que j'ai voulu aller regarder tout ce qui pouvait se faire sur le cinéma, genre sortir de mes zones de confort. Et plus je regardais de films, plus je voyais comme, on peut raconter un film avec juste des dialogues, mais on peut aussi raconter avec des images, avec du montage, avec de la lumière, avec des profondeurs de champ, avec le mouvement des personnages. Tu sais, la musique, le cinéma pour moi, c'est comme un regroupement de tous les arts. Mhm. Et c'est comme dans un buffet, comme tu peux choisir comment tu vas raconter, comment T'es tu pas veux. obligé de tout utiliser non plus. Tu sais, tu peux faire des choix qui sont un peu plus Exact, niche, c'est ça. un peu plus. Ouais, Et effectivement. d'abord, juste pour pousser l'audace, pousser la question à ton raisonnement au bout, pourquoi pas le jeu vidéo? Ben, j'allais y venir parce qu'il y a 2 parties à ma question. Je suis un gars, très, social. Je suis un gars de groupe et quand tu C'est tournes vrai un que faire des film. jeux vidéo, c'est pour des nerds. Non, Non, c'est mais pas c'est ça. pas ça. Non, non, mais quand tu avec un groupe, là, quand tu fais des films, mais Oui. quand tu fais des jeux vidéo, mais tu es sur un ordinateur plus souvent. Puis je connais rien au codage, là, non plus, j'aurais peut-être fini par comprendre, mais
j'aurais été avec un ordinateur la majorité de mon temps. Tandis qu'un film, tu es avec 20, 30, 50, 150 personnes, tu es avec une équipe, tu es avec du monde. L'art, le cinéma, c'est un art collectif. Et je vais sûrement en parler plus tard, mais pour moi, un réalisateur, c'est pas le seul artiste de son œuvre, c'est pas c'est la seule personne qui signe son œuvre. Le film, c'est comme une vision collective. C'est Exact. une vision commune. C'est une vision, c'est une idée de base d'un réalisateur avec une vision commune de plein d'artistes qui ont amené à ça. Pour moi, c'est ça le cinéma. Puis Donc, chaque point qui est amené par l'équipe, justement, vient transformer l'œuvre et elle devient finalement un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. exact. Et l'un des meilleurs exemples que j'ai eu, c'est mon deuxième court-métrage. Je peux aller directement là-dessus, ça vous dérange pas? Oui, Vas-y. Ça va te donner juste un exemple. Quand j'ai écrit mon deuxième court-métrage, Guerre, qui a été à Fantasia, qui a fait plusieurs festivals, j'avais mon idée de départ. Donc, Guerre, pour ceux qui ne savent pas, donc sûrement la majorité qui écoute, c'est un enfant qui joue à la guerre avec son petit ourson en peluche dans son sous-sol. Et à la fin du film, son ourson, il meurt, il comme déchire, comme s'il avait reçu une balle, puis il fait un enterrement. Et tu découvres que le petit garçon, il va à l'enterrement de son père. Donc, il fait l'enterrement de son ourson, puis il s'en va avec sa mère à l'enterrement de son père. Puis le film finit. Donc, son père qui est militaire. Son père qui est militaire, oui. Son père qui est militaire. On voit une photo, en fait, dans un cadre de son père habillé en armée, puis les deux s'en vont, puis on comprend, sans qu'on le dise, par l'habillement, par le fait qu'il fait un enterrement pour son ourson, puis qu'il s'en va bien habillé après ça avec sa mère en voiture, puis qu'on finit sur une photo du père soldat. On comprend sans le dire qu'il va à l'enterrement de son père soldat. Puis que l'histoire avec l'ourson est en fait sa manière de faire un peu du sens ou de se représenter la situation qui est la mort de son père. Il vit son deuil à travers ça. À travers ça. Puis quand j'ai écrit le jeu. Donc ça, c'était mon idée de base. Puis je savais aussi, dans mon idée de base, que je voulais qu'on aille dans l'imagination du petit gars, donc que le sous-sol devienne un terrain de guerre. Et quand j'ai proposé ça à les gens avec qui j'ai travaillé dans mon équipe, le directeur artistique qui fait les décors, le directeur photo qui fait la caméra, la monteuse, toutes les gens, chacun a emmené un petit peu genre emmener des ingrédients un peu pour améliorer la recette. Chacun a emmené des idées. On pourrait faire ça avec de la fumée. On pourrait mettre des explosions. Tu sais, des affaires que je me disais, ben non, on ne pourra jamais. Puis on dit, hey, t'inquiète, je m'en occupe. Puis ils ont emmené plein d'idées. L'équipe sur Guerre a été incroyable parce qu'ils ont emmené un projet ailleurs. Je dis l'équipe sur Guerre. Tous les gens avec qui j'ai travaillé ont toujours apporté leurs idées puis leur touche au film. Mais Guerre, comme c'est la meilleure façon qu'on peut le voir, parce que littéralement, quand tu vois le film, il y a des explosions, genre de la terre qui explose partout. L'éclairage, on est dans une ambiance très noire. Absolument, très travaillé l'esthétique. Ouais, c'est ça. Puis j'avais des idées en tête, mais les gens ont poussé mes idées plus loin. Puis c'est ça le cinéma, en fait. C'est un travail d'équipe. C'est ça que j'aime. C'est qu'on était plusieurs à faire un but commun. En fait, c'est du communisme. Alors, bienvenue à notre deuxième partie où on discute des politiques sociales de l'URSS des années 80. mais donc, je pense que vous comprenez un peu. Là, pour moi, c'est ça le cinéma. Oui. Donc, le travail collectif, l'idée que le produit final soit surélevé par la participation de tous et chacun, c'est intéressant, qui s'oppose à une vision plus individualiste de la production artistique. Je trouve ça intéressant de m'intéresser plus à cette notion d'équipe artistique versus l'espèce de conception un peu monolithique qu'on a de l'artiste tourmenté et seul qui doit, de sa misère, mettre au monde l'œuvre. Ben non, là, c'est un processus. C'est intéressant, je trouve. C'est aussi triste parce qu'il y a beaucoup de... Comme quand j'ai commencé en cinéma, j'avais pas cette vision-là. On parle tout le temps du réalisateur qui arrivait avec son idée puis qui disait ça c'est moi puis il écoute personne. Tu sais, comme la politique des auteurs, comme que le réalisateur c'est le seul auteur de son œuvre. Et c'est quand tu finis par te fermer à plein d'idées. Tu finis à dire non à du monde qui a aussi un côté créatif. Ils savent qu'est-ce que tu veux faire puis ils se connaissent bien mieux dans leur domaine que toi. Genre, dans mon dernier film que j'ai tourné, la monteuse, elle a amené une panoplie d'idées. C'était une comédie noire. Elle a amené une panoplie d'idées comiques
qui a amélioré le film. Au final, Laurier, tu as fait la musique sur mon film. Genre, je laisse la partie créative à mes artistes qui travaillent avec moi. À mes artistes, c'est positif. Aux artistes qui travaillent avec moi. C'est Oui, ben, important. je vais me permettre de. Je l'avais pas encore mentionné, mais effectivement, je dois dire que faites attention à mes biais parce que non seulement j'ai étudié avec Pierre-Marc, mais en plus, j'ai travaillé sur 2 de ses courts-métrages, un plus indirectement que l'autre. Mais oui, et puis de travailler avec toi, c'était très intéressant parce que ça, à tout moment, c'était un dialogue. Tu sais, t'es venu me voir, tu avais quelques idées de ce que tu voulais, mais après ça, ben, des fois, bon, par rapport à pour le dernier projet, il y avait 2 pièces que j'ai composées. Une qui était plus définie de facto, tu savais ce que tu voulais. Puis l'autre, on était plus dans la recherche. Donc, on a cherché ensemble, on a travaillé ensemble. Puis au final, ben, je pense que le résultat était. Disons que je suis très fier de cette pièce-là, personnellement. Et je pense que ça marche bien avec ton film. Mais non, c'est ça, je dois dire que je confirme ce que tu dis. Mais les meilleurs C'est un réalisateurs, processus les très meilleurs réalisateurs collaboratif. travaillent tout le temps en équipe avec les artistes qui sont sur leur film. Je pense pas qu'un bon réalisateur va imposer sa vision, puis couper les vives un peu. À certains moments, t'as pas un peu peur, tu sais, que peut-être il pourrait venir tu sais, changer l'essence de ton film ou trop jouer avec Dénaturé. l'idée? Ouais, c'est ça. Ben, écoute, pour les spectateurs qui nous écoutent, je connais un peu les questions que vous allez me poser, donc je sais que plus tard, vous allez me demander c'est quoi mon processus créatif Oui, et avec qui les ça gens s'en je vient. travaille. Oui, ça s'en vient, mais tant qu'à faire, je vais tout de suite y répondre. Quand je travaille avec du monde, je veux travailler avec des gens que je m'entends bien. Parce que déjà, tu vas passer peut-être 3-4 mois avec ces gens-là, autant bien avoir du monde avec qui tu as du fun et que tu aimes travailler avec. Tu veux pas Mhm. des gens toxiques. Tu veux des gens qui comprennent ton idée parce que, donc, tu sais, comme, tu dois en discuter avec eux, comme, il faut qu'ils comprennent où est-ce que tu t'en vas. Il faut que tu saches où toi tu t'en vas, puis eux, il faut qu'ils comprennent où tu t'en vas. Et il faut que ce soit des gens qui veulent aller encore plus loin dans leur domaine, Mhm. dans l'idée puis apporter un peu une touche. Tu sais, comme, c'est bien de dire, j'ai goût d'avoir ça, puis ils peuvent te le donner exactement, mais imagine si tu emmènes encore plus que qu'est-ce que tu leur demandais, c'est ça qui est parfait. Toi, Ex- est-ce que tu travailles presque exclusivement avec des gens que tu connais? Tu prends vraiment le temps de dialoguer? Ben, exemple, oui, je travaille tout le temps avec des gens, en majorité que je connais. Puis ça m'est arrivé de travailler avec du monde que je connais un peu moins, puis ça a bien été, ça a des fois Mhm. un peu moins été, bien été. Mais exemple, sur mes 2 derniers courts-métrages, j'ai eu ma directrice photo sur mon dernier court-métrage, en fait, elle a été aussi sur mon deuxième. Elle était pas directrice photo sur mon deuxième, mais c'était un coup de foudre professionnel. J'adore cette personne-là. Donc ça, je cherche, quand je parle avec ma directrice photo de mon dernier court-métrage, qui est Gabrielle Bergeron, le Duc, on me dit pas, je voudrais un éclairage bleu, je voudrais un éclairage foncé ou sombre. On parle plus d'ambiance. On me dit, en tout cas, moi puis elle, on dit, OK, là, je veux qu'il soit chaleureux. Là, tu vois, je veux qu'il y a un malaise là-dedans. On parle de ce que l'on veut que le spectateur ressente ensemble. Oui, oui, oui. Vous parlez d'objectifs et non plutôt de moyens spécifiques. Tu n'es pas en train de lui donner la Exactement. recette, tu es en train de dire je veux que ce soit tel plat. Puis, on parle aussi de la thématique du film. Et ça, en général, avec tous les gens avec qui je travaille, pourquoi je veux parler de ce film-là, pourquoi je fais ce film-là, qu'est-ce que je veux raconter avec ce film-là, puis voir si je regarde en même temps si les gens ont compris un peu ce que je voulais faire, Mhm. Parce que quel c'est était ça, mon but. tu veux pas non plus tu sais, travailler avec des gens qui finalement vont peut-être pas rendre justice à ton idée parce qu'ils sont peut-être pas aussi investis que toi ou que tu l'aurais souhaité. Je Exact, c'est vais, ça. Donc, je vais en profiter, puisqu'on est déjà un peu dedans, pour te demander spécifiquement de nous résumer les étapes de ton processus créatif, et ce, autant pour la partie plus individuelle et plus artiste troublé, hein, et ainsi que de savoir vraiment très concrètement comment on fait un film. Tu sais, explique à notre auditoire comment Pierre-Marc Tremblay-Grandbois fait un film. Écoute, ben déjà, il y a une idée de base qui arrive. Et c'est très particulier. En fait, je pense beaucoup à mon idée avant de l'écrire. Puis quand je dis beaucoup, ça peut être vraiment comme
1 an ou 2 avant de même Ah commencer à ouais, tant que l'écrire. ça. Avant même de juste faire un squelette ou un croquis, tu commences, tu la laisses mariner là, Ouais, puis vraiment longtemps là. je pense aux personnages, à qu'est-ce qui va leur arriver, à leurs arcs narratifs, tu comme l'évolution du personnage. Exemple, ben, je dis ça. Pour mon long métrage, ça a été ça. Ça a pris 2 ans avant que je commence à l'écrire. Peut-être aussi juste, pas de la paresse, mais une peur de mettre sur papier tes idées au premier coup. Mais exemple, Guerre, quand je l'avais écrit, ça avait pris 2 ans avant que je le tourne. Et j'avais écrit une première version que je n'avais pas touchée pendant 1 an. Je savais de quoi je voulais parler. J'ai écrit une première version. Puis j'ai passé 1 an avant de le réécrire parce que je repensais tout le temps. OK, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il va faire comme. J'y pensais pas comme jour après jour, comme oh mon Dieu, assis dans. Tourmenté. Ouais, c'est ça. Il mangeait pas pendant Mais c'était 1 quelque an. chose qui. Donc, dans ton processus, tu as vraiment besoin d'avoir une période où tu rumines tout ça, tu repenses, tu reconçois ça, tu essayes de l'habiter un peu à Exact. travers Est-ce ta que tu routine. prends des notes, mettons, quand tu as des nouvelles idées ou quelque chose que tu veux modifier, un flash, disons que tu Écoute, arrives, est-ce que tu vas le noter ou tu me- gardes ça en tête puis tu attends vraiment pour mon long métrage, j'avais d'être, écrit d'avoir. les personnages. Ça tu Excusez, ouais, Jonathan t'a coupé. Ok, excusez. OK, non, mais non, c'est Ben, pas c'était grave. pas mal. Mais, Je pense que tu avais compris où je m'en allais, là. Ouais, là. ouais. Donc, vas-y, Pierre-Marc répond. Mais pour les personnages, j'ai écrit des notes pour mon long métrage. Je savais comme une dizaine de personnages, qu'est-ce que je voulais faire. Pour les courts-métrages, non, c'est pas mal tout dans ma tête. Donc, si je frappe ma tête puis que je perds toute ma mémoire, ben, je perds toutes mes idées. Puis ça s'efface. Espérons que non. Espérons que non, non. Je te le souhaite pas, en tout cas, Pierre-Marc. Mais merci. Je le souhaite pas non plus, pour plein de raisons autres que le cinéma. C'est ça. Mais tu je dis ça, mais aussi mon dernier court-métrage Doggy Bag que j'ai tourné, qui est pas encore sorti en festival à cause de la COVID, mais Doggy Bag, je l'avais écrit assez rapidement. J'ai pas passé beaucoup de temps à ruminer l'idée. Ça m'a pris quelques mois. Mais avant de coucher une première base en papier, en général, je pense souvent au projet. Je t'arrête ici un instant. J'aimerais Oui, ça que tu me parles. Je pose la question parce que je suis déjà un peu en connaissance de cause, mais tu parlais de, bon, tout d'abord, il va y avoir une première inspiration. Dans le cas de Doggy Bag, je sais qu'il y a une partie d'histoire vraie. ben, finalement, c'est pas une histoire vraie. J'ai fait des recherches, puis c'était une légende urbaine. Donc, OK. Mais c'est donc, tu as triste, hein? entendu un peu une légende urbaine qui t'a inspiré là-dedans. Ça a été une source d'inspiration. Exact, ouais. Est-ce que ça souvent un peu du oui-dire, donc une espèce d'intégration et retravail d'histoires et de choses auxquelles tu es confronté dans ta réalité ou c'est plus abstrait que ça, ton processus? Ou Ben, quelles sont tes sources, si je peux écoute, dire? on peut y aller vraiment comme j'ai pas une grande filmographie, on peut vraiment y aller, cas par cas, là. Vas-y, Mais vas-y. disons mon premier film, là, ma vie avant ce film. Je venais de finir, l'université, OK? Et ça a été, assez compliqué. Ça a été un moment éprouvant sur plusieurs raisons, que j'avais beaucoup de tu sais, on travaillait, on faisait des films, on était en une cohorte de 30 personnes. C'était très, très, très compact. C'est comme ça Mhm. que je vais le résumer. Et quand j'ai fini l'université, j'ai pas fait de film pendant 2 ans. Et ma vie avant ce film, je me suis dit: «Est-ce que je continue en cinéma ou j'arrête complètement?» Et c'est pour ça, en fait, c'est comme je sais que vous avez vu le film. Ma vie avant ce film, c'était plus un test. J'avais déjà eu l'idée de Guerre avant, je l'avais pas encore écrit, mais avant de me lancer dans Guerre, je me suis dit: «Est-ce que je suis capable de faire un film? Est-ce que je suis capable de prendre le poids d'un court-métrage?» Tu sais, c'est sur les épaules. Donc Mhm. j'ai essayé. Ma vie avant ce film, ça parle de moi, comme comment je suis arrivé à vouloir travailler à faire du cinéma. Est-ce que je serais capable de faire d'autres choses que du cinéma? Donc Est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement l'histoire de Ma vie avant L'histoire, ce film? c'est pas mal ça. Écoute, c'est quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, c'est la crise de la vingtaine. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Heu, en quoi je suis bon? Tu sais, la personne, elle se pose des questions comme: «C'est quoi mes talents?» Puis au final, elle se dit: «Mon talent, c'est de raconter des histoires, donc je vais écrire». Donc c'était avant de raconter elle écrit un film à la fin, donc c'est sa vie avant son film. Donc c'est pas mal genre ma vie, un peu. Hmm.
Puis est-ce qu'il y avait, Et ouais, est-ce qu'il y avait une raison particulière pourquoi tu voulais que ce soit une actrice au lieu tu sais, quelqu'un qui te représente plus? Ou c'était ben, simplement parce que ça a donné comme ça? c'est Émilie Bossé, Ouais, ben oui, celle oui, qui on joue. la voit Ouais, souvent dans tes œuvres d'ailleurs. Je sais que ma- vous êtes des c'est une, collaborateurs réguliers quand même. c'est une très bonne amie à moi. Puis Émilie, on se connaît depuis tellement longtemps, c'est facile à la diriger parce que en peu de mots, elle voit où est-ce que je m'en vais. Mhm, OK. Tu sais, comme quand Ça revient à ce que tu j'aime. disais plus tôt, C'est ça. finalement. Ouais. Gabrielle, la directrice photo qui a travaillé sur Doggy Bag, elle avait travaillé sur Guerre, mais je la connaissais avant. On avait fait d'autres projets ensemble où j'étais pas réalisateur. Donc, je la connais depuis assez longtemps. On commence à pouvoir parler. Puis, tu sais, quand tu travailles avec des gens d'une même équipe, au final, ils comprennent où est-ce que tu t'en vas sans que tu te dises. Tu sais, c'est comme, c'est Mhm. plus fluide. On économise du temps, là. Ah, c'est sûr, Donc, t'as pas à passer des heures à expliquer ta vision, puis à t'obstiner sur des détails, puis finalement c'est mal reçu, puis ouais, non, exact. c'est clair, vous avez Et déjà donc, une pour facilité. toi, le genre de ton personnage n'était pas important autant que le plaisir de travailler avec. C'est ça, c'était vraiment plus l'histoire, l'émotion que C'est plus, tu travaillais que pour l'image moi, d'or. Ouais. écoute, un sexe, c'est un sexe. Si ça apporte Oui, rien à oui. l'histoire, que ce soit une fille ou un gars, au final, qu'est-ce que ça change? Est-ce Mm, que l'actrice ou l'acteur joue bien? Puis est-ce qu'il est capable genre, de comprendre qu'est-ce que je veux aller avec ça? En plus, la ouais. personne, je m'entends très bien, Émilie, elle a travaillé aussi sur Guerre, mais derrière la caméra cette fois-ci. Mhm. Donc j'aime la voir sur un plateau, comme en plus. J'aime Ouais, ça ben, quand elle puis, travaille. Ouais. c'est tout à son honneur également parce que Emily, elle joue très bien. Là. D'ailleurs, c'est ça, dans les trois œuvres qu'on a regardées avant le podcast, ben, elle était dans deux. C'est l'actrice principale de Mhm. deux de tes œuvres. Puis je sais Oui, qu'elle a d'autres projets, elle aussi, là, qu'elle faisait. Fait oui. que c'est quand même un Oui, milieu qu'elle oui, connaît. mentionnant. Puis... Moi, j'ai beaucoup apprécié Le client a toujours raison. Ouais, Ça, aussi, j'en ai regardé plusieurs, bien aimé, moi aussi. ça vaut Donc, la peine d'être mentionné. Mais donc bref, oui, c'est ça. J'aime travailler avec des gens qui sont des amis parce que ça va plus vite. Donc, ma vie dans ce film, Émilie, en plus de bien jouer, c'était super facile. Puis ça me mettait en confiance. Tu sais, c'est mon premier court-métrage Mhm, que je réalisais. Même à l'université, je n'avais pas vraiment réalisé de court-métrage. Donc, ça me mhm. mettait en confiance d'avoir quelqu'un que je connais puis que je peux tout dire devant la caméra, tout dans le respect, bien sûr, tout dire derrière la caméra, puis elle va aller avec moi. Tu sais, Oui, c'était plus un ben, moment de confiance aussi. c'est très intéressant, effectivement. Tu en parles comme, tu sais, dans le processus collaboratif, tu disais que tu étais un peu dans un moment d'une certaine vulnérabilité dans ton processus et donc ça a été une manière pour toi d'être épaulé et puis de pouvoir prendre la confiance et de passer à travers la première grosse étape de faire ton premier court-métrage après tes études Exact. qui était un peu un moment où ça pouvait passer ou casser, si je mhm. comprends bien. Exact, exact. Ben, et finalement, ça a passé. En fait, je me disais, genre, si j'aime ça, si ça se passe bien, je fais un autre court-métrage. Là, après ça, j'ai fait Guerre. Pour résumer, mon père est pas mort, mais quand j'ai commencé à écrire le film, je parlais pas beaucoup à mon père. Il y avait une relation amoureuse avec sa copine de l'époque et elle faisait tout pour l'empêcher de l'éloigner de nous, de moi et ma Mmh. sœur. Donc, et là, je me disais, si mon père meurt, comme quel souvenir qui va me rester de lui? Et je voulais aussi parler, tu sais, en fait, souvent, c'est des mélanges de, tu sais, il y a pas juste une idée, c'est des mélanges d'idées. Donc je pensais beaucoup à mon père, puis je voulais parler de mon père, puis de ma relation avec lui. Et d'un autre côté, je voulais raconter quand même de quoi avec, imaginatif, tu sais, de l'imagination, Mhm. sortir un peu du réel et parler de l'enfance. J'ai travaillé dans un camp de jour, je voulais parler un petit peu de tout ça. Puis là, tu sais, tout ça, ces choses-là sont mélangées. J'étais un grand fan de films de guerre. Donc, en plus, je disais, hey, imagine faire un film avec une ambiance de guerre, avec un décor de tranchée. Ce serait intéressant, ce serait fou, en fait. Dans ma tête, ça ne se OK. réaliserait pas, puis regarde, on l'a réussi. Ben, d'ailleurs, comment vous avez fait ça? Parle-nous-en, c'est Écoute, on a tourné ça dans le sol de ma mère. Ironiquement, et le sol où moi-même je jouais à la guerre quand j'étais jeune, puis où je jouais comme dans mon imagination. Très Et là, on a mis. oui. Donc, déjà là, c'était un lieu qui symbolisait beaucoup pour moi. et Et on a tourné dans le sol de ma mère, puis on a mis 600 kilos de terre sous le sol. On a wow! construit, un de mes amis a fait un processus pour faire des explosions de terre et de farine qu'on cachait derrière des bancs de sable ou des plantes. On a mis de la fumée, on a mis
mon Dieu, on a fait un petit tunnel avec une table. Le directeur artistique Ludovic Dufresne a fait un travail d'incroyable. Jérémy Alamenard aussi, un travail de photo incroyable aussi là-dessus. Donc, Absolument, absolument. c'est ça, on a dû pelleter à la fin le sol de ma mère pour enlever toute la terre, là. Et je dois dire que l'illusion est étonnante. Quand j'avais lu un peu cette histoire-là dans un article de journal, et quand j'ai réécouté le film en préparation, j'étais estomaqué Écoute, d'à quel point le résultat Ah est ouais, bon c'est et convaincant. convaincant, c'est vraiment bien fait, là, super bien tourné, ouais. mais merci, merci. Donc, donc on a fait un sol, on a pelleté. Puis aussi, on tournait le film en 2 jours. En fait, 3 jours. Il y avait une journée qu'on préparait les décors, qu'on préparait le décor de guerre. On tournait après ça le samedi, dimanche, la moitié de la journée. Et on devait tout nettoyer pour faire la partie où l'enfant est dans le réel. Comme on était dans son imagination, il joue à la guerre. Puis après ça, dans le film, on doit le voir comme dans le salon, sans les kilos de terre, puis les explosions, puis les plantes, puis la fumée. Donc là, tout le monde devait nettoyer, pelleter le sol en moins de 2-3 heures parce que l'enfant, on veut pas qu'il s'épuise non plus, on veut pas c'est des grosses journées là, sur un plateau tournage. Ouais, Là. il y avait quel âge, votre acteur principal? Oh mon Dieu, attends, il devait avoir 7-8 ans, OK, parce si que je me quand même, trompe pas. très, très bel job d'acting là, à cet âge-là. Excellent, oui, oui, Un oui. futur prometteur quand même. Ben même, j'aimerais ça, j'ai pas de rôle pour lui pour mon prochain court-métrage, mais dans mon long-métrage, il y a un petit rôle d'un adolescent de 15 ans, puis j'aimerais que ce soit lui. On Ça serait verra cool, qu'est-ce qui ouais. arrivera. Un petit caméo. Donc, un petit caméo, hein. Donc, Super. c'est ça. Donc, vraiment, t'aimes ça travailler avec le même monde. On le Mais souligne. oui, oui, mais quand je tombe sur des gens que j'aime, Ben, pourquoi pas, hein? Ben oui, pourquoi évidemment. t'en Mais je priver? pense que c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs. Tu sais, si tu regardes justement, on parlait de Pulp Fiction tantôt. Tarantino est reconnu pour travailler souvent avec les mêmes acteurs, tu sais, à travers toutes ses Absolument, Oui, œuvres. absolument. Puis je pense que c'est propre à quand même pas mal de réalisateurs là, ben, de vouloir s'entourer des mêmes, du même cast. Là. C'est un peu. genre, depuis 91, Steven Spielberg il est avec le même directeur photo. Depuis le début de sa carrière, Scorsese est avec la même monteuse. Début de la carrière, environ à partir de son 4e long métrage. Quand tu as des duos qui fonctionnent bien ou des équipes qui fonctionnent bien, comme tu regardes le film de Steven Spielberg, on dit ah, c'est un film de Steven Spielberg, mais c'est John Williams derrière, c'est son directeur photo, c'est son monteur qui est là, C'est ça. Michael Kahn C'est son depuis équipe finalement. Jaws, Là. c'est son équipe. Ils ont une touche, une signature tout ensemble. Une T'en enlèves synergie. un, t'en enlèves un, c'est comme un château de cartes, là, ça peut rester debout, mais ça va être différent. Oui, exactement comme un château de cartes quand on Exact, enlève. exact. Quand on enlève une carte, moi je joue beaucoup aux Ça cartes. Quand reste on enlève pareil, ça reste debout. Là. Mais non, mais ça peut Pierre tout Marc fait effondrer. vraiment de très bons châteaux de cartes, il faut le préciser. Genre, je mets de la colle, ça l'aide. Ouais. Ah, Blague à c'est part, l'illusion du cinéma, ça. c'est ça, c'est Puis, arrangé. Tu sais, le gars des C'est vues, ça, c'est Pierre c'est Pierre Marc. Marc. C'est lui qui puis là, il y a arrange mon 3e court-métrage, donc Doggy Bag. Là, je venais de faire un film très personnel, mon premier, un film sur le deuil, la mort, le 2e. Et bien que c'était divertissant, toujours un rythme de montage assez rapide, pas trop d'auteur, je voulais te faire de quoi plus drôle, plus léger. Et plus facile aussi, parce que Gab m'avait beaucoup épuisé après le tournage. Et je cherchais donc une idée de comédie. Et là, Doggy Bag, un de mes amis, Steve Guertin, me raconte une légende urbaine. Dans ce temps-là, on croyait que c'était. Non, pas Steve Guertin, un ami à Steve Guertin, une amie à Steve Guertin. Excusez-moi, Steve Guertin, c'est le gars qui fait mes ça. posters, Shout qui out fait mes Steve, affiches. Ouais, salut Shout-out à Steve. Steve. Steve qui lui aussi faisait partie de notre notre cohorte de cohorte de cinéma. cinéma. Ouais, puis qui fait aussi toutes les affiches de mes films. Oui. Donc, une de ses amies me raconte une histoire qui est arrivée à l'ami d'une de ses amies. Tu sais, la légende urbaine parfaite. Son chien est mort, puis son chien est tellement lourd, elle doit le mettre dans une valise. Donc, elle a été prendre le métro pour aller l'emmener chez le vétérinaire pour se débarrasser du corps. Et dans le métro, elle se fait voler sa valise parce que quelqu'un croit qu'il y a quelque chose c'est la valise a l'air lourde et la personne se dit, ah, il doit y avoir de quoi de lourd dedans, donc ça doit valoir cher. C'est Mais il vole un tellement chien. excellent. Il vole un chien mort. Puis là, genre, je me dis, c'est un film, là, ça n'a pas d'allure. Dans ce temps-là, je crois que c'était vrai. J'ai écrit le film en une journée.
Et je les retravaille après ça pendant 3-4 mois pour que l'histoire soit un peu plus à ma façon de voir, ma vision. Un peu plus coloré, la Pierre-Marc. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'était une comédie noire sur un chien mort, là, donc Ouais. on Mais c'était excellent, moi j'ai vraiment aimé en tout cas. donc lui, par contre, il est fini, mais il devait aller dans des festivals, mais Hmm. on peut pas à cause de la COVID. Le confinement a annulé tous les festivals, donc il va bientôt sortir. Je peux pas vous le montrer tout pour l'instant, mais c'est ça. Donc là, je voulais faire une comédie. Je voulais faire de coups plus léger. Puis moi, la comédie, ben, ça parle encore de chien mort, hein. C'est très, très drôle, mon humour. Écoute. Super. Donc, ça nous donne un meilleur éventail. J'aimerais donc ça que tu me parles un peu. Bon, là on a parlé de les gens avec qui tu travailles. On a un petit peu parlé de rythme de Mhm. production, mais après ça, la réalisation, ça fait quoi un réalisateur pendant qu'il y a du monde qui pèse de la terre? Écoute, je suis comme un chef d'orchestre. C'est un peu comme ça que je le vois. Oui, Moi, j'écris aussi mes histoires, donc mes visions sont toujours oui. très posées sur moi. Un réalisateur n'est pas obligé d'être un scénariste. Un réalisateur doit s'approprier le scénario et il doit le mettre à son niveau. Sur le plateau, je dirige les acteurs, je leur dis un peu comme la mise en scène, comme où est-ce qu'ils vont aller. OK, toi, tu vas aller par là, toi, tu vas pas bouger pendant qu'il dit ça, puis tu vas le suivre. Là, la caméra va aller faire un travelling avant vers toi, va avancer vers vous. Donc, tu sais, on pratique tout ça. Et après ça, on va dans les détails, on va dans le jeu d'acteur. C'est un peu compliqué à expliquer si t'es pas sur un plateau, mais un réalisateur, en fait, c'est ça. C'est comme un metteur en scène, un chef d'orchestre. Non, je crois que les deux métaphores sont excellentes, résument très bien. Donc, t'es pas la personne qui contrôle la caméra, mais tu t'assures que la caméra est contrôlée de la bonne manière, ainsi que Exact. l'action. Autant l'action derrière la caméra que l'action devant la caméra est en train de se dérouler de la manière optimale pour retransmettre l'idée du scénario et du découpage technique. Oui, oui, du découpage technique, puis qu'on a tout préparé à l'avance. C'est comme qu'on arrive, les acteurs savent qu'est-ce qu'on. En général, savent qu'est-ce que ça va être quoi le scénario. Je dis en général parce que ça peut arriver des réécritures. Mhm. On sait c'est quoi le découpage, on sait c'est quoi le décor. Puis on arrive, puis on dit, OK, est-ce que tout ça c'est correct? On peut changer. Parce que bien sûr, ça arrive qu'on arrive sur les lieux, puis comme il y a un pépin où on a une idée de génie. Ben oui. Ça arrive, c'est de l'art, il n'y a pas de recette pour ça. Puis après ça, on fait C'est des pas prises. figé. Ouais, c'est ça. On fait des prises. On tourne un plan. Donc, on tourne cette partie-là de la scène et on va la recommencer parce que tu le disais pas dans la bonne émotion. Ah, la caméra, j'aurais voulu qu'elle parte plus tôt ou elle est trop vite. Les décors, ça c'était mal placé. On peut-tu changer ça? Je trouve qu'il y a un vide à ce moment-là. Donc, on réajuste. Et quand je suis satisfait, et que moi, j'aime ça demander aussi à ma directrice photo si elle est satisfaite, puis à la personne qui fait le son si elle est satisfaite, le preneur de son. Je suis Mhm. prêt on passe à la prochaine prise. Parfait. Ça, c'est sur le plateau. Après ça, il y a le montage hein, aussi. Et Ben, d'autres performances. continue. Mais écoute, il y a du monde qui monte leur propre film, mais moi, ce que j'aime, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui amène encore une fois d'autres idées sur le projet, puis aussi parce que ça fait des fois d'avoir un peu un regard de distance sur qu'est-ce que Mhm. tu viens de tourner pendant plusieurs semaines, puisque tu viens Oui. de passer des mois à préparer. Donc là, tu as un regard frais et nouveau sur tes images. Et là, ce qui arrive, c'est donc, OK, la personne, elle sait à cause qu'on a tout noté les plans, c'est quoi l'ordre du film. Elle a le scénario, la monteuse ou le monteur. Moi, c'est une monteuse pour ça. Euh, elle fait un premier montage, on regarde ensemble, je dis qu'est-ce que j'aime pas et je dis qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui marche pas plutôt Mhm. et on retravaille. Juste le temps que tous les deux soient satisfaits. Après ça, on va montrer le film à quelques personnes autour de nous pour nous aussi nous redonner un peu un autre regard de recul. Et on va des moments essayer des choses. Donc, des fois, on va parler très, très longtemps sans monter le film de qu'est-ce qu'on veut dans cette scène-là, qu'est-ce qui marcherait mieux, qu'est-ce qu'on veut garder. Des fois, on va couper des moments. Des fois, on va carrément faire des tests de montage comme des coupes pour améliorer un effet ou une ambiance ou une émotion. Et Hmm. là, ça, c'est le montage, mais aussi la même chose avec la musique. Je dis qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai en tête, quelle ambiance je veux à mon compositeur.
va faire des tests, il va m'envoyer. Puis après ça, c'est comme une partie de tennis. Absolument. Je lance la balle, la personne me la renvoie, puis après ça, je la renvoie. Jusqu'à ce que vous atteigniez le point où tu te dis « Ah, ouais, ça c'est parfait, Ouais, c'est la vision que j'avais. » Puis ouais. ça, Ou ça alors, fonctionne. Nos objectifs sont atteints. exact. Ou alors si on n'a plus le temps. Parce que là, je suis chanceux, j'ai pas une maison de production derrière moi, mais quand tu es dans un milieu comme Hollywood, ben, il faut que le film il sorte pour le 1er juin. Tu peux pas genre attendre des mois pour le montage. Donc des fois, il faut que ça se tailler fasse. avec Eh ça. bien, Ouais, justement, parlons, il y a ce qui m'amène aux 2 derniers éléments que je voulais aborder dans le cycle de production, qui était d'un côté la sortie. Donc, toi, tu l'envoies dans des festivals. Tu nous disais que qu'on ne pouvait pas présenter ton 3e au public at large parce qu'il n'était pas encore sorti à cause des festivals. Tu sais, les festivals ont été annulés, donc ça ne peut plus être présenté. C'est quoi ton cycle de sortie? Puis quel financement tu utilises pour la production? C'est un peu mes 2 dernières questions. Ben, mon cycle de sortie, écoute, chaque film, disons que tu fais un film d'horreur, il y a des festivals qui vont plus présenter des films d'horreur. Comme les festivals ont des. On présente certains types de films. Donc, selon le type de film que tu vas avoir, tu vas l'envoyer dans ces films-là. Fantasia, c'est un festival qui présente beaucoup des films de genre. Horreur, guerre, action, suspense, des affaires de même, science-fiction. Donc, tu t'envoies ton film où est-ce que tu sais qu'il va avoir un public pour. Pour mon financement, moi, ma façon que je fonctionne, je finance mes films avec mon argent à moi. Je paye, je loue la caméra, je paye les décors. Oh ouais, c'est tout, Puis, c'est tout ton... c'est quoi, c'est de l'argent que toi-même t'as mis de côté? Tu vas pas chercher du financement, je veux dire, externe? Ou... écoute, je peux pas en parler parce que je suis encore en justice en ce moment là, pour les vols de banque. Ah, mais ça Non, tombe mais bien, tu vois, maintenant tout le monde est masqué, fait que c'est plus personne facile me de s'en tirer avec un vol de banque, t'es chanceux. Non, mais en fait, longtemps, j'avais économisé pour mon premier court-métrage. Longtemps, j'avais économisé pour faire un long-métrage. Puis là, j'avais atteint quoi, 10 000. Puis je m'étais dit, 10 000, tu vas pas faire un long-métrage avec. Donc, j'avais fait mon premier court-métrage demain. Depuis, je suis pas encore payé pour mes films. Donc, j'ai un autre travail sur le côté. Je suis assistant cuisinier sur des longs métrages de cinéma américain. Et ça paye beaucoup. Je fais beaucoup d'argent en 5 mois. Je travaille 5 mois, puis je suis capable de payer le reste de mon année. Puis j'ai, après ça, 7 mois de congé. Wow. Donc, pendant mes 7 mois de congé, je suis capable de payer mon loyer parce que, genre, je sais gérer mon budget. Moi, il y en a qui ont besoin de travailler plus parce que j'ai pas d'enfants non plus, puis j'ai pas de maison. J'habite en appartement. Donc, je sais gérer mon budget. Puis je suis capable de payer un court-métrage, puis de payer genre les gens autour de moi le plus possible. Mais je paye pas un gros salaire, c'est un salaire symbolique en général. Et je paye, je loue la caméra, j'achète les objets, tout ça. C'est ça, c'est quand même pas des grosses productions à gros budget non plus, donc c'est sûr que Exact. tu peux Mais pas te permettre de payer une énorme équipe des salaires. ça, c'était pour mes premiers films. Mon prochain court-métrage que j'ai écrit, je veux l'envoyer en financement. Parce que tu peux l'envoyer à la SODEC pour demander un financement pour les courts-métrages. Pourquoi j'ai pas commencé directement avec mes premiers courts-métrages à envoyer? Mes 3 premiers, Ma vie avant ce film, Guerre et Doggy Bag, c'est comme une carte de visite, en fait. J'envoie. Je vais dire, regardez qu'est-ce que j'ai fait avant, je suis capable de faire un film. Voulez-vous me donner de l'argent? C'est comme l'argent des contribuables. Voulez-vous me donner de l'argent pour faire ce prochain court-métrage-là? C'était comme tu bâtissais ton portfolio, en bref. Exact. C'est comme un... Tu voulais faire tes preuves. C'est ton exact. argument de vente. Puis donc là, il faut que je bâtisse un document de pourquoi ce projet-là, il me tient moi à cœur, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le tourner, combien ce serait pour le budget, c'est quoi mes délais de production pour un court-métrage, il faut que je fasse ça comme pour un long-métrage. Puis là, après ça, c'est compétitif. Sera financé celui qui sera bon et celui qui pourra. Ça, c'est mon prochain court-métrage que j'ai déjà écrit. Je suis prêt à l'envoyer. J'attends juste une petite réécriture. En fait, je vais juste faire une réécriture, puis après ça, je vais l'envoyer pour du financement. Et donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu justement de ce projet de court-métrage-là. Qu'est-ce qui t'a amené à celui-là?
En Mais là, fait, juste pour qu'on soit clair, on parle duquel exactement? Juste, en fait, parce que oui, j'ai deux projets d'écriture en ce ok. moment. J'ai un court-métrage, puis j'ai un long-métrage. Mon Oui. court-métrage, c'est Polaroid, et mon long-métrage, c'est Retrouvailles. Donc, Polaroid, en fait, c'est un vieux court-métrage que j'avais écrit à l'université, que je n'avais pas tourné, et que j'avais, en fait, tout ce que j'ai fait avant, tous mes films avant, étaient faits en fonction qu'un jour je fasse Polaroid. Parce que c'est un film qui se passe autant dans le présent que dans les années 70, donc il y avait des scènes d'époque, et il y avait beaucoup de difficultés techniques, des défis techniques, pas des difficultés, des défis techniques. Donc tout ce que j'ai fait avant, c'était pour arriver à faire Polaroid, puis me dire, là, je suis prêt. Puis là, je me sens prêt. L'histoire, en fait, c'est un homme de 65 ans, entre 65 et 70 ans, qui vient de prendre sa retraite. Puis, aux nouvelles, il apprend que son artiste préféré de jeunesse meurt. Et en apprenant ça, il se remémore donc ses années de jeunesse et il repense à son amour de jeunesse. Et il décide donc, depuis qu'il est à la retraite, de retrouver son amour de jeunesse. Puis à travers le film, donc, il y a des flashbacks de comment il a rencontré cette personne-là, cette jeune femme-là, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ils sont plus ensemble, comme tout ça. Et aussi, à travers sa quête dans son passé, il, euh, il retrouve sa passion de jeunesse, sa passion de photographie. C'est pour ça que ça s'appelle Polaroid. Oui, en fait, si je peux dire, il y a un double sens sur il retrouve son amour de jeunesse ici, parce qu'on. Oui, Ben, je veux pas vendre le punch, mais, ben, vas-y. mais de ce que j'en comprends, c'est un peu ça. C'est que tout le long, tu penses qu'il veut retrouver son amour de jeunesse, qui est la fille, mais au fond, ce qu'il retrouve, c'est son amour de jeunesse, qui est la photo. Ouais, c'est ça. Mais au début, il croit vraiment qu'il veut retrouver son amour de jeunesse, mais finalement, il veut juste trouver qu'est-ce qui lui manquait de sa jeunesse. C'était pas ça, c'était sa passion. Donc, D'ailleurs, la photo qui est un motif récurrent dans ton art. oui, oui. Euh, pour vous, vous avez vu mes films, mais comme il y a tout le temps des photographies qui arrivent dans mes photos, parce que j'aime l'idée de ce moment qui est figé et qu'au moment où tu prends photo, c'est déjà du passé. J'aime beaucoup l'idée de la temporalité au cinéma, l'idée que euh, l'avant-après, comme qui on était avant, qu'est-ce qu'on va être plus tard, comme le vieillissement. Genre, je sais pas si vous connaissez la comédie musicale Hamilton. Oui. Oui, Peut-être de de nom, nom, là, mais pas plus en détail que ça, non. c'est ma comédie musicale préférée. Je suis un grand fan de comédie musicale. Et dans ce film-là, ça parle exactement de comment je me sens par rapport au fait comme plus tard, quand on va vieillir, l'héritage qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Et Hamilton, ça parle exactement de ça. Puis le rapport à la mort. Et dans la photographie, donc dans Polaroid, tu figes un moment du passé. Tu laisses ton héritage, tu laisses tes marques dans ton temps. Et donc là, j'avais ce rapport-là aussi dans Polaroid, que j'ai aussi dans Retrouvailles, sans que j'ai remarqué. En plus, je viens juste de dispenser. Tu as ce rapport-là avec le passé, comme toi d'avant par rapport à toi de maintenant. Ton moi et comment il change au cours des années. Oui, ben donc, profites-en donc pour nous présenter exactement des retrouvailles de quoi? Ben c'est en fait, j'ai 28 ans, puis l'année dernière, c'était mes retrouvailles de secondaire. Donc, le film, ça parle des retrouvailles de secondaire, comme la journée où une cinquantaine d'élèves se retrouvent, puis on en suit 25 environ là-dedans. D'où Euh, l'inspiration de Days and Confused ici, là, comme tu parlais plus exactement, tôt, hein. exact, parce que Days and Confused, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films choraux. J'aime beaucoup les films avec beaucoup de personnages, que tu suis une histoire à l'autre. Je trouve qu'à place de suivre une personne, puis d'avoir juste un point de vue, ça te donne un regard pas d'ambiance, voyons, c'est quoi le mot? D'ensemble. Pardon? Un regard d'ensemble. D'ensemble, oui, merci. Merci. On regarde ensemble sur un sujet, sur une époque, sur un microscope. Et Days and Confused qui se passe dans les années 70 avec des jeunes des années 70, t'as pas comme juste le regard d'un jeune sur ça. Tu vois la communauté, tu vois les rapports sociologiques entre eux. Tu vois c'était quoi vivre. Puis, Le personnage principal, finalement, au lieu d'être centré sur un personnage, ben, le personnage en tant que tel, c'est la communauté. Puis, exact. Puis ça revient avec ce que je disais plus tôt. J'aime travailler en cinéma parce que c'est plusieurs personnes. J'aime travailler avec plusieurs personnes et j'aime les films qui a plusieurs personnes. J'aime les films qu'on va voir plusieurs mondes en même temps. Donc les retrouvailles,
genre, j'avais déjà commencé à penser à mon film à 25 ans. Donc, puis quand j'ai vu mes retrouvailles, ça m'a emmené plein d'autres idées. Donc, j'ai passé une année à encore de plus Inspirant. inspirer. Oui, beaucoup d'idées inspirantes là-dedans. Donc, quand j'ai écrit retrouvailles, c'est ça que ça parle. Ça parle pas d'une personne qui vit ses retrouvailles, mais de plusieurs gangs qui ne sont pas vus depuis des années, puis qui se retrouvent, puis qui sont rendus, alors qu'ils étaient amis au secondaire, ils sont à des endroits différents aujourd'hui, et ils veulent être amis encore, mais ils sont plus capables d'être amis parce ils ont plus de points communs. Ou encore des gens qui étaient cool au secondaire, puis qui veulent encore être cool, mais ils ont vieilli, ils ont passé le temps, là, c'est plus eux qui sont genre les petits jeunes Les qui vedettes. sont les vedettes, c'est ça, genre Ils sont ni au sommet de la chaîne hiérarchique, ni au sommet de leur forme physique. exactement. Donc, il y a plein de le rapport de nous avant par rapport à nous plus tard, le rapport de l'héritage. Il y a encore une fois les photos de secondaire, comme il y a une scène où on va voir les photos de secondaire de eux avant. Oui, Donc, le temps qui passe, tu sais. qui est un beau geste de réalisme, puisqu'effectivement, une des activités, c'est la fonction des retrouvailles. C'est un peu de Ben, comparer c'est ça. les bouts de chemin qu'on a fait. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est assez ironique, comme les retrouvailles, c'est un moment où tu te mets en comparaison avec tout le monde. Tu fais un point sur ta vie par rapport à toi, est-ce que tu es rendu plus loin que les autres? Comme plus tôt, j'avais parlé de la crise de la vingtaine. Moi, j'ai vécu la crise de la vingtaine en me demandant qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je m'en vais. Et je regardais les gens autour de moi dans Facebook, surtout quand Facebook, t'es en direct l'évolution des gens. Je me disais, je suis tellement pas aussi loin que d'autres personnes dans mon métier qui ont le même âge que moi ou qui sont plus jeunes puis qui sont plus loin. Et dans Retrouvailles, ça parle de ça. Puis j'ai fini par faire un peu la paix avec moi, comme je suis plus loin que d'autres, mais je suis moins loin que certains. C'est un peu inévitable. Oui, c'est ça. Je suis au milieu. Mais c'est que dans le fond, c'est que tu passes moins de temps à te comparer ou à comparer le bout de chemin que toi t'as fait, puis plus à juste finalement faire ce que toi t'aimes faire, ce que t'as envie de faire, puis à y aller en fonction de ton propre rythme au lieu de. J'imagine que je me compare un peu sans le vouloir, mais j'ai fini juste par accepter. Et les retrouvailles, c'est exactement ça. Comme quand tu retournes voir du monde que tu n'as pas vu depuis 10 ans, tu vas, sans le vouloir, ben, des fois tu le veux aussi, tu vas te comparer, tu vas regarder où est-ce que tu es rendu par rapport aux autres. Mm-hmm. Puis des fois, tu vas avoir comme une claque dans la gueule en disant, ben mon Dieu, je pensais genre... Est-ce que j'ai perdu mon temps? Exact. Puis t'as pas perdu ton temps. Ben non, exact. Au final, t'as 28, 27 ans, t'as encore toute la vie devant toi. Genre, je pense dans Hamilton ou je sais plus, dans une série télé que j'ai vue, je sais plus. J'ai pas peur de mourir trop jeune, j'ai juste peur de pas assez vécu, de pas assez vivre. C'est plus ça, genre, puis c'est ça que je me dis aujourd'hui, en fait. Fait que dans le fond, de passer moins de temps à regarder autour pour voir qu'est-ce que les autres font, puis plus à te concentrer sur tes propres projets. Puis, en tout cas, en tant que spectateur de tes projets, puis puisqu'on converse depuis 1 heure, moi je te dirais que je pense que t'es très bien parti. Là. Honnêtement, tu sais, t'es quelqu'un qui a toujours été très passionné par ce qu'il faisait. Puis je suis content, honnêtement, que t'aies pas abandonné le cinéma, Pierre-Marc. Ça aurait été vraiment dommage. Mais non, je pense que d'un point de vue extérieur, en tout cas, t'es quelqu'un qui a toujours voulu accomplir ce genre de projet. Puis je pense que t'es exactement sur le bon chemin pour arriver à ce but-là. En tout cas, quand je t'écoute parler, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Là. Je pense que t'es parfaitement conscient d'où est-ce que t'es, puis t'as une vision de où est-ce que tu veux aller, puis t'es quelqu'un aussi qui est capable de t'adapter. Juste pour être désagréable, puisque Jonathan vient de te faire des beaux compliments, je vais quand même te demander de pousser le filon des angoisses dont tu nous parles. Allons-y! Je ne peux pas m'empêcher de remarquer, disons, une petite continuité entre... Bon, justement, oui, il y a cette question de te comparer par rapport aux autres, mais il y a aussi par rapport à toi, par rapport à la pérennité, c'est-à-dire ce que tu vas laisser derrière, les marques, les photos, etc. Toi, Pierre-Marc, c'est quoi que tu veux avec tes œuvres laisser derrière? Écoute,
C'est difficile à dire, genre. Mhm. Au début, genre, je voulais peut-être changer le monde, genre, peut-être faire des grands messages, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux laisser derrière? Je veux juste que le monde comprenne. Je sais pas, je sais vraiment pas, je sais pas quoi répondre. Ben là, je me sens mal. Ça va falloir enlever cette section-là si t'as pas de Non, réponse. non, non, man. Raw stuff. Non, Ben, mais. non, mais d'abord, je te reprends. Je vais prendre un autre angle. Non, mais ouais, C'est-à-dire. ben en fait, tu me dis Vas-y, vas-y. laisser de quoi. Quand tu me dis laisser de quoi derrière, c'est parce que je me demande comme qu'est-ce que tu veux qu'au final, toutes mes œuvres aient comme message commun? Qu'est-ce que quand les gens vont regarder tout ça comme qu'est-ce que je vais. Parce que je pense pas à long terme, tous mes films vont avoir comme. Vont pas être tout interreliés. Non, non, Tous non, mes films non. Je suis vont pas en parler train de moi. d'impliquer qu'il doit y avoir un message unique qui. Et puis, tu sais, la réponse, tu as déjà un peu répondu. Tu sais, qu'il y avait aussi fondamentalement juste un désir De de divertir, ouais, raconter et de exact. divertir, tu sais. De faire rire, Mais de raconter des au-delà de histoires. ça, ça reste que je sens que si je devais aujourd'hui te parler d'éléments communs à tes films, justement, tu parlais à travers la photo de l'espèce de notion de temps figé, il y a la temporalité, il y a quelque chose qui travaille là-dedans, la mortalité, il y a quelque chose qui travaille là-dedans, je crois aussi. Et je me demandais, est-ce que ce sont des éléments qui, qui font partie de tes angoisses, tu sais? Est-ce que c'est une manière pour toi, le cinéma, de traiter de tes angoisses, tu sais? Mais oui, veux pas, tu sais, depuis longtemps, je pense à la mort. Tu sais, depuis que j'ai 15 16 ans, quand j'ai découvert ma propre mortalité, j'angoissais beaucoup. Là. Et quand j'étais jeune, là, je pouvais faire de l'insomnie parce que je pensais comme je vais mourir un jour. Hmm. Puis peut-être que je vais mourir. Je sais pas quand je vais mourir, ça pourrait être la semaine prochaine ou dans 70 ans. Qu'est-ce que je vais avoir laissé? Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait peur. Et Joe, tu m'as fait découvrir BoJack. BoJack Ouais. parle beaucoup de ça, Je me genre demandais BoJack si on Horseman. allait l'aborder ce soir, mais. Oui, clairement, parce que Alright. genre j'ai moins peur aujourd'hui de toutes ces angoisses-là, Mhm. puis j'ai moins ces angoisses sur la mort, puis sur qu'est-ce que je vais laisser, parce que j'ai des œuvres qui m'ont fait du bien, puis moi, je veux faire dans mes œuvres parler de ça pour que les gens se sentent bien. Mhm. Je sais que Laurie, tu as lu mon film Les Retrouvailles, la première version, c'est une première version. Tu sais, Oui. il y a pas de méchants dans mes films. Genre, il y a tous les personnages, puis dans Days and Confused, comme vous avez vu le film aussi, il Ouais, n'y a c'est pas de ça. méchants. C'est Mais des humains. C'est... il y a Ben Affleck qui est un peu méchant, mais c'est comme pas le vrai méchant, là. C'est pas comme un evil, là. C'était-tu vraiment Ben Affleck? On se posait la question, j'ai pas regardé le cast. Oui, Hey, oui, c'est Ben Affleck Ah qui ben, joue. c'était Ben Affleck. Nice. Ouais, Euh, excusez, fallait que je confirme. On s'est demandé hier, j'ai pas regardé le cast. Écoute, tu viens de m'apprendre quelque chose. Mais attends, là, tu me fais peur, j'ai peur que ce soit pas ça, mais oui, je pense que c'est Ben Affleck, là. Ben, il me semble que Je oui, en regarde. tout cas. Il ressemblait Mais beaucoup. tu sais, il y a pas de méchants, genre, dans le film, tu sais, c'est juste des gens avec leurs différents points de vue et qui sont juste, qui vivent leur vie, puis qui sont différents, là, au final. Puis j'ai peut-être l'idée un peu naïve de croire que, oui, il y a du monde méchant sur la Terre, mais la majorité sont juste gentils, puis ont des visions différentes. Puis Mhm. on est en ce moment dans une société qui, de plus en plus, là, on quitte le cinéma, là, on est dans une société qui se divise de plus en plus, que chacun va dans un coin, puis il veut pas écouter l'autre. Mhm. Mhm. Et moi, j'ai mes visions, je crois en mes affaires et j'ai mes opinions, mais je crois pas que je dois me fermer aux autres à cause de ça. Même si des fois c'est difficile parce que il y a du monde qui veulent pas partager leur opinion. Puis il y a du monde. Oui, c'est lui en passant, je viens de regarder, c'est Ben Affleck. Ouais, c'est ça. Parfait. Euh, donc, Les joies de la production à distance. oui. On peut regarder des choses sur Google. Continue. Mais tu sais, je veux pas que mes films soient moralisateurs, mais je veux qu'ils passent un message. Je veux que les gens, quand ils vont quitter mes films, ils vont être divertis, mais ils vont penser un peu à Mhm. ça. Puis quand tu regardes Retrouvailles, la version que j'ai en ce moment, il y a des gens qui ont fait il y a des personnages qui sont ailleurs, qui sont plus capables de connecter avec leurs amis d'antan parce qu'ils sont ailleurs, mais ils sont pas des mauvaises personnes. Je juge personne dans mon film. Comme dans Days and Confused, tu juges aucune personne finalement. Ils sont juste là, tu les vois cohabiter, puis ils sont tous bons et ils sont humains, c'est des humains. Mhm. Mhm, mhm. Oui, puis c'est Et- très intéressant. Vas-y, pardon. mais
juste écoutez aussi un autre film choral, là, Do the Right Thing. Ok, c'est un film de Spike Lee qui parle du racisme et qui est exactement pareil. Genre, il n'y a pas de méchants. Oui, il y a des méchants, il y a les policiers, là. Mais la majorité du monde, à la fin, il y a comme Bien une rattrapé. émeute. Oui. Non, mais dans le film, ça parle d'émeutes policières et des policiers qui tuent un noir. C'est un film de 89 puis c'est encore d'actualité, là. Mais après ça, il y a une émeute, puis tu juges pas les gens qui ont des émeutes, tu juges pas vraiment ceux qui subissent les émeutes. Tu pourrais, en fait, ton opinion va un peu toujours être de même, mais il n'y a pas de jugements qui sont faits comme moralisateurs. Au final, c'est des gens, puis c'est des événements qui sont plus grands que toi. Mhm. Dans Do the Right Thing, dans Days and Confused, c'est une journée où ils vont fumer puis boire de l'alcool dans un party, là. Ouais. c'est pas plus grand que Il toi. y a son petit grain de sel de commentaires politiques par-ci par-là Ah quand oui, même. oui. C'est toutes des castes un peu différentes. Puis c'était intéressant aussi, je trouvais, de voir comment que les mœurs ont évolué. Parce que tu dis le film a été tourné en 93, donc déjà, les mœurs avaient quand même beaucoup changé au niveau des comportements entre les enfants. On parle, mettons, de la pratique du hazing, là, ou les initiations. Mhm. Puis, tu sais, entre autres, ça, c'est quelque chose que tu verrais plus du tout aujourd'hui. Quoi qu'aux États-Unis, oui, mais chez nous, en tout cas, c'est sûr que ça Non, mais passerait même, pas. c'est ça, il y a un gros changement de mentalité. Ouais, c'est sur ça, exact. là. Puis c'est drôle de voir parce que, tu sais, le regard des années 90 que les années 90 à ce moment-là avaient des années 70 versus le regard que nous, on a du film et même de cette... Tu sais, parce que ça fait quand même 50 ans, là, on parle de... Ça fait un moment, tu sais. Donc, Mhm. c'est vraiment intéressant. Ça revient un peu avec ton concept de temporalité aussi, de voir à quel point, tu sais, les mœurs changent, les mentalités évoluent, puis tout se transforme un peu, puis c'est drôle de voir comment une représentation des années 70 peut aussi, tu sais, être... encore une fois, vraiment teinté de l'époque des années 90 dans laquelle ça a été produit. T'sais. Je sais pas si vous comprenez où je m'en vais avec ça. Oui, aussi. un double niveau temporel. C'est ça. Puis ouais. j'ai trouvé ça drôle en regardant. J'ai regardé le film hier, Mais- justement, là, pour me préparer pour ce soir. Puis je trouvais ça super intéressant, justement, d'analyser le regard. Puis même, les jeunes dans le film le disent, tu sais. Ils parlent eux-mêmes des décennies. Puis ils disent, ah, ben, les années 50, c'était bof. Les années 60, c'était le party, c'était parfait. Les années 70, c'était de la merde. Donc peut-être que les années 80 vont être mieux. Puis, tu sais, nous, pourtant, le regard qu'on a des années 70, c'est comme tellement un regard... Mais même le film en fait un regard nostalgique au ouais, final. c'est ça, T'sais. exact. Oui. Tout le monde boit Oui. puis ils conduisent. Puis, tu sais, c'est comme... Puis ça joue sur une espèce de notion, justement, qu'ils ne réalisent pas la beauté de ce qu'ils sont Exact. en train de vivre. T'sais. Exact. Et puis c'est quelque chose que j'ai apprécié dans le scénario. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails positifs, mais dans les scénarios de retrouvailles, c'est justement ça. C'est que sans être un film d'époque, tu vas beaucoup jouer avec l'esthétique, la fibre des années 2000, puisque bon, c'est un film qui j'assume, se déroule de nos jours. Ouais. De nos jours. Et donc, c'est des adolescents de notre génération. 2000, donc, du monde qui ont fait leur secondaire en fin des années 2000. Tu sais. Et donc, il y avait des éléments que tu allais chercher là-dedans que je ne sais pas si je peux nommer l'artiste musical. Vas-y, mais tu sais, ça se peut que ça saute dans les prochaines versions, ça m'étonnerait. On va essayer d'avoir les droits d'auteur, mais oui, vas-y. Okay. Donc oui, Goupy, non. non. Il y a un groupe de musique qui s'appelle Goupy, c'est pour ça. Oui. Mais ça n'a pas rapport. Et ça, je trouvais ça très, très intéressant comme élément aussi dans ta belle peinture. Mais non, c'est ça, tu voulais utiliser la chanson 2 par 2 rassemblée de Pierre Lapointe, puis je trouvais que le choix de cette pièce-là, puis surtout qui fait aussi avec le reste des thématiques du film, mais ce choix-là, puis certaines dynamiques qui étaient profondément... des espèces de petites tournures de phrases que les gens reprenaient maladroitement 10 ans plus tard pour essayer de raviver les relations. C'est ça. Ou que les gens faisaient comme... ont pas évolué non plus peut-être en 10 ans. Il y a des gens qui changent pas comme... Quand j'étais, je sais pas si vous avez été à vos retrouvailles. Oui, quand j'ai été, tout le monde... non. Mais quand j'ai été, tout le monde était différent, sauf un gars qui était exactement pareil. Puis il était habillé pareil, sa face n'avait pas changé. Il était super gentil, là. Genre, c'est pas une mauvaise chose qui n'a pas changé parce qu'il était déjà une bonne personne et super intelligent à l'époque. Mais là, je regarde tout le monde, comme tout le monde a changé physiquement, changé dans son habillement. Puis il y a lui qui était pareil. Donc, tu sais, il y a des gens aussi qui sont comme un peu figés dans le temps.
Mhm. Puis mon film, il y a ça aussi, il y a des gens qui utilisent des expressions qui sont datées. Il y a des choses qui n'ont pas évolué. Donc c'est ça que je suis content que tu l'aies remarqué. Écoute, c'est ça que je veux Oui, dire. Merci. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Mais c'est drôle, tu parles de 2 par 2 se Vas-y. rassembler, une anecdote de même. Je vous disais que quand j'écris, je pense beaucoup, beaucoup à mon film. Je pense à mes personnages puis où est-ce que je veux les emmener. Mais quand j'ai écrit le film, tu sais, Quentin Tarantino avait déjà dit ça, j'avais vu dans une entrevue en 2011. Je sais c'est qui mes personnages. Après ça, quand j'écris le scénario, je les laisse vivre. Et c'est pareil, je savais que mes personnages, qu'est-ce que je voulais en faire avec eux, et j'écrivais, mais je n'avais pas en tête tous les dialogues que j'allais faire. Ça coulait de source. Je savais qu'est-ce qu'il allait faire, je savais qui était comment, et j'écrivais en me disant comme, j'essayais pas de leur mettre des mots dans leur bouche, je les laissais comme parler. Mhm. Et 2 par 2 rassemblés, j'avais pas prévu ça à la base qu'il allait avoir un arc narratif par rapport. Je savais que je voulais avoir un arc narratif par rapport à la musique, mais je ne savais pas laquelle. Et je suis tombé par hasard là-dessus. Quand tu écris, il y a des fois des petits moments d'hasard que si j'avais pas écrit cette scène-là, cette journée-là, que ça tombe. Mais je savais qui étaient mes personnages et je pense qu'en sachant qui étaient, en ayant autant pensé à eux, ça m'a emmené vers les scènes reliées à cette chanson. Mhm. Hmm. Et je dois dire que c'est ce très sont fou. des personnages que j'apprécie Ben, particulièrement. pour ceux qui ne pourraient pas lire le scénario, si vous avez vu Dazed and Confused, c'est un peu comme les deux intellectuels qui analysent les Ouais. initiations. Dont C'est un un petit qui peu, ressemble beaucoup à Jerry Seinfeld, j'ai trouvé. Là. C'était peut-être juste Oui. moi, là, mais. Non, c'est flagrant. Mais oui, c'est ça, exact. Donc, ils sont comme un peu plus en retrait, justement, puis ils portent un regard critique sur ce que le film est en train de mettre en scène en même temps, tu sais, puis la futilité. Ouais. Ils critiquent un peu Puis- Ben oui, vas-y, excuse-moi. Ben, non, mais en fait, dans mon film, c'est un petit peu pareil. Genre, ces personnages-là critiquent un peu les retrouvailles. Il y a comme 2-3 personnages, c'est une gang de 5, de 4. Puis il y en a 2 qui n'aiment pas les retrouvailles puis qui critiquent sur le fait de la comparatif puis du fait qu'on doit vivre dans la nostalgie alors qu'on devrait aller vers l'avant. Puis Dazed and Confused, les 2 personnages intellectuels m'ont beaucoup influencé sur la gang d'intello du film Les Retrouvailles. Mhm. Ou le gars qui est bien stone aussi m'a beaucoup inspiré Ouais. sur le groupe de musique, genre dans mon film. Ouais, c'était un personnage tellement stéréotype, là. Il était parfait, là. J'ai beaucoup de plaisir à t'entendre faire des liens entre les films, entre les deux, c'est-à-dire les retrouvailles et Dazed and Confused. Mais si je te posais à l'opposé, qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire retrouvailles? C'est-à-dire, tu regardes Dazed and Confused, il y a des éléments qui t'inspirent, mais j'assume que ton intention n'est pas tout simplement de recréer Dazed and Confused puisque ça a déjà été fait. Qu'est-ce qui est important pour toi qui n'est pas dans Dazed and Confused? Ben, anecdote avant de répondre à la question, Dazed and Confused, en fait, c'est un peu. Ça reprend aussi un autre film. American Graffiti, c'est un film choral, c'est le 2e long métrage de George Lucas, celui qui a fait Star Wars. Peut-être que vous connaissez ce petit film d'auteur. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Il paraît que ça a été sauvé au montage. C'est correct. Hein? Mais donc, George Lucas, son 2e long métrage, c'est un film choral avec des jeunes des années 50. Puis c'est un film tournant en 73 qui se passe en 58 de jeunes comme leur dernière journée avant qu'ils se séparent pour aller à l'école. Puis Dazed and Confused s'inspire clairement genre d'American Graffiti. Je trouvais ça juste très, très drôle que moi je m'inspire d'un film qui clairement s'inspire d'un autre film. d'un autre, ouais, c'est ça. Que, en plus, j'ai pas aimé American Graffiti, donc je trouve ça assez ironique. Mais ça, on n'en parlera pas. Ben déjà, il y a une piste de réponse. Donc, puisqu'il est possible de s'inspirer de quelque chose et de créer quelque chose que quelqu'un va aimer. Différent. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, Dazed and Confused, tu aimes et c'est inspiré de quelque chose que tu n'aimes moins. Et donc, toi, tu t'inspires de Dazed and Confused. Et peut-être que tu vas créer quelque chose que quelqu'un qui n'aimait pas Dazed and Confused va aimer. Fin de phrase. C'est le Inception des inspirations. Exact. Mais dans Retrouvailles, comme je te parle, comme j'avais dit un peu pour Polaroid, il y a cette comparatif entre qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Qu'il n'y a pas dans Dazed and Confused, ils sont dans le moment présent, ils sont dans la jeunesse. C'est comme. Je voulais pas faire Dazed and Confused 10 ans plus tard, je voulais faire
des jeunes du Québec, des jeunes que j'ai connus ou qui s'inspirent de moi, et parler donc de la crise de la vingtaine, un thème que je trouve qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le cinéma québécois ou même dans les œuvres en général. Je veux Mhm. parler des cris de la vingtaine, je veux parler du vieillissement. Le fait que ce soit un film choral, je peux aussi aborder des thèmes qui n'ont aucun rapport avec le passage du temps. Oui, Je parle d'intimidation aussi, qui a un peu rapport avec l'école puis le passage du temps, là. puis il y a aussi une question sur les relations de même sexe que j'ai vraiment aimé dans ton scénario, Oui, là. oui, exact. Donc, c'est ça qui est fun d'un film choral, c'est que tu peux apporter. Si tu peux avoir plusieurs petits thèmes, si ton thème d'ensemble est clair, ça peut fonctionner. Il y avait une phrase que j'avais appris à l'université. Ton film, c'est plein de petites perles. S'ils sont reliés ensemble par un fil conducteur, le fil va faire tenir toutes les perles. Donc, Dazed and Confused, c'est ça, pour en revenir Oui, comparatif aux retrouvailles, c'est ça. Il y a peut-être un peu plus aussi de drame, je pense, dans mon film Les Retrouvailles, même si c'est une comédie dramatique, il y a des moments que j'essaie de faire très drôles. oui. Puis c'est moins anecdotique. Je pense que Les Retrouvailles sont beaucoup moins anecdotiques que Dazed and Confused. Tu peux un peu plus Mhm. voir dans l'arc narratif, où est-ce qu'ils s'en vont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Tu le vois un peu Oui. plus à date. Peut-être que ça va changer. Donc c'est plus ça. Ouais, parfait. Très bonne réponse. Merci. Good. Et donc, pour continuer un petit peu dans cette lancée-là, tu as ces deux projets-là. Si je te demandais à froid comme ça, est-ce qu'il y a des choses particulières dans ton cheminement personnel et en tant que cinéaste que tu veux accomplir spécifiquement avec ces projets-là, ces deux projets? Ben écoute, dans un cheminement professionnel, déjà faire un long métrage, ce serait une grosse étape, là. Oui. Mais Polaroid, comme c'est un projet que j'ai depuis 9 ans dans mes tiroirs. Oui, ben, Donc, tu c'est disais sûr, que tous tes films menaient me, vers me, Polaroid. menait pour me préparer à Polaroid, Ouais. veut pas. Donc, c'est sûr que d'un point de vue émotif, Polaroid, au final, fait pas beaucoup partie de moi, puis c'est comme faire la paix un peu. Comme je vois mes films comme des enfants, ce serait comme un peu faire la paix avec cet enfant-là qui n'a jamais pu naître. C'est un peu Mm. deep, hein? Oh, ben, C'est ça. c'est Donc, touchant. oui. Puis, je veux pas avoir trop d'attentes non plus parce que quand j'avais beaucoup d'attentes sur Guerre et que ça l'a pas eu ôté, ça a fait beaucoup de festivals, mais je l'imaginais peut-être comme encore plus. J'avais mis Mm. comme un chiffre de festival dans ma tête comme peut-être trop élevé par rapport à ce que j'ai fait et ça m'a un petit peu, genre, un petit peu déçu. Donc je voulais pas me donner trop d'attentes sur Polaroid ou Retrouvailles, je veux juste au final, moi, être content du résultat. Ben, écoute, j'ai envie de te pousser dans une direction parce que, tu sais, tout comme après les difficultés que l'université t'ont amené, tout comme après guerre, tu as vécu certaines déceptions. J'ai l'impression qu'il y a une grosse question de résilience artistique dans le fait d'être un artiste émergent avec laquelle tu flirtes en ce moment, sur laquelle j'aimerais t'entendre. Comment tu fais pour, tu sais, je dirais évidemment la réalité, puis je veux pas te manquer de respect, mais la réalité est que les films, tu les fais pas pour des milliers d'auditeurs, tu sais. Mmh. Et tu le fais peut-être dans l'espoir qu'un jour, il y ait des milliers d'auditeurs, mais il y a une partie de cette production-là qui est à l'instant pour toi, pour ta carte de visite, etc. Mais comment tu fais pour te mobiliser face à, je ne veux pas dire ces échecs-là, je crois que Guerre est un grand succès, là, mais, mais Mais de toute façon, co- je vois pas ça comme des échecs, même ouais. si je suis content du film, au moins, genre, ça sera déjà un spectateur de content, là. Mhm. Mais vas-y, je t'ai coupé, finis ta question. Non, non, mais ben, c'est ça. Mais ça reste que tu parles de déception et d'hésitation à continuer face à cette réalité-là. Qu'est-ce qui Ah, te permet de te mobiliser là-dedans pour continuer? mais j'ai pas d'hésitation en continuité. Je suis très, très Hmm. motivé. Ben, je disais Euh, ça par rapport à après l'université tout à l'heure. ah, OK, OK, ouais. Ouais, ouais. Euh, Écoute, j'ai ce besoin de raconter des histoires, puis de faire parler ces personnages-là. C'est Au final, que si personne les lit, moi, je serais content avec ce que j'ai fait. Il y a un moment donné où faut que tu fasses
la paix que tu seras peut-être jamais le grand réalisateur international que tu voulais être, puis que tu seras peut-être pas dans les livres d'histoire, mais j'ai un besoin à l'intérieur de raconter, de faire ça. Tu sais, c'est comme un animal, il sait sans le savoir qu'il doit aller manger ou qu'il doit remonter un saumon, qu'il sait qu'il doit remonter le courant, même s'il n'a jamais fait le chemin. Je L'instinct. sais, c'est ça, j'ai cet instinct-là que j'ai besoin de le faire. Au final, si personne ne les regarde jamais, ben c'est ça qui arrivera. Mais moi, j'ai besoin de parler. Retrouvailles, comme je te dis, ça fait longtemps que je pense à ces personnages-là et j'avais besoin qu'ils vivent. Mhm. C'est pas pour rien que je les vois comme mes enfants, là. Je mets une partie de moi dans ces projets. Il y a tout le temps le dilemme dans une œuvre. Est-ce que tu fais un film ou tu fais une peinture ou un livre, tu le fais-tu pour toi ou tu le fais pour le public? Je veux que le public aime mes films, mais je veux pas faire un film juste pour le public. Tu sais, j'ai besoin de moi de parler de choses qui me touchent. Parce que si je parle de quelque chose qui me touche, c'est clair que ça va toucher d'autres monde. Et donc, fondamentalement, Exactement. tant que tu peux le faire pour toi, ben, tu peux en être satisfait pour C'est toi. ça. Puis, aller savoir le futur, peut-être que Retrouvailles va jamais sortir. On le sait pas. Je suis en train de l'écrire, je suis déjà content de l'avoir fait, mais peut-être que ça va être prêt dans 10 ans. Aller savoir. Mais si j'essaye pas, j'aime mieux vivre avec en ayant essayé, puis me dire, ben moi j'ai essayé puis j'ai pas réussi, que d'arriver à 90 ans puis me faire comme, Ouais. assis, si seulement. Si seulement, ouais, exact. Donc, c'est pour ça que je continue et je persiste et je signe. Eh bien, je trouve très intéressant cette dernière réplique, puisqu'elle me rappelle une phrase dont on parlait hier de Dazed and Confused. All Laquelle? I'm saying is that I want to look back and say that I did the best I could while I was stuck in this place, had as much fun as I could while I was stuck in this place, played as hard as I could while I was stuck in this place. Ouais. Mais tu sais, c'est pas pour rien que Dazed and Confused, c'est clairement dans mon top 20 de mes films préférés. Ce n'est pas mon film préféré, ironiquement, mais tu sais, il y a des phrases là-dedans que ça me fait résonner. Puis, je suis d'accord. Moi aussi, en le réécoutant hier, là, j'avais vraiment, il y a quelques passages où c'est juste un commentaire bien placé, une réflexion. Tu sais, je me souviens plus c'était quoi déjà, c'est qui disait ça, mais nah, never mind. I thought I had something. Je l'ai pu. Laissez tomber. Ah, c'est bon. Ça arrive, mais you know. C'est aussi, on parlait plutôt de BoJack, qui est ma série télé préférée. Il y a des phrases là-dedans qui sont tellement vraies. Ouais. Je peux pas, je veux pas croire que mes œuvres vont changer le monde, mais si un jour il y a une phrase dans un de mes films qui permet juste de toucher quelqu'un autant que les phrases de BoJack ou de Dazed and Confused m'ont touché, ça sera déjà ça d'accompli. Je pense que c'est la meilleure manière de voir ton art et ta pratique. Je pense que c'est vraiment c'est la manière, je pense que c'est la seule manière en fait, si tu veux vraiment créer puis que tu es sérieux à propos de ta création puis que tu le fais vraiment pour toi là, que c'est quelque chose que tu as besoin de faire, mais je pense que c'est la meilleure manière de le voir aussi, de le concevoir. Je pense que tu as compris qu'est-ce que tu voulais faire avec ton art, tu sais. Puis genre Laurie le sait un peu, mais je joue beaucoup de temps à Stardew Valley. Tu connais sûrement Joe. Ouais, je connais. Et il y a beaucoup de. Tu sais, j'ai connu ce jeu-là après les retrouvailles. Puis il y a des personnages là-dedans qui sont tellement vrais. Tu sais, c'est un jeu vidéo qui m'a beaucoup touché sur les personnages. Et c'est fou que juste pour résumer brièvement, Stardew Valley, c'est un jeu vidéo indépendant où est-ce que tu viens t'intégrer dans un milieu, un petit village en tant que fermier. Et c'est rempli d'une panoplie de personnages uniques. Là, vraiment cool à découvrir. Un des plans de l'action principal, c'est justement de développer ta relation avec ces personnages-là pour en apprendre davantage sur eux. Et encore une fois, tu vois, c'est un jeu où tu es en communauté avec des gens, comme c'est des histoires, un jeu vidéo choral quasiment. Tu es un personnage qui se promène d'histoire en histoire. Il y a d'autres choses où tu dois faire ta ferme puis ta mine. Puis j'ai beaucoup, il y a un personnage qui est comme
Shane, là, qui est Oui. fermé sur lui-même, qui est alcoolique, et voir des gens de même, puis il dit des phrases qui touchent, puis j'espère juste un jour que mes personnages vont être aussi touchants que ceux que j'ai vus dans ce Stardew Valley, ou que j'ai vu dans BoJack, ou que j'ai vu dans Dazed and Confused, comme des gens qui font comme, ces gens-là sont vrais, ces gens-là, ce qu'ils disent, je l'ai ressenti. Et c'est pas pour rien que je parle de Stardew Valley, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose que je voulais parler des retrouvailles, mais qui n'est pas dans Dazed and Confused, mais qui y a dans le jeu vidéo. C'est que dans Stardew Valley, tu commences le jeu et tu as une vision de certains PNJ, de certains personnages que tu croises. Et plus tu apprends à les connaître, plus tu découvres que c'est juste une façade, puis que c'est pas que derrière, il y a un autre être humain. Il y a une profondeur à laquelle tu peux... Exact. T'es comme Shane, quand tu le vois au début, il a des problèmes d'alcool, enfermé, il veut parler à personne, puis plus tu apprends à le connaître puis à être ami avec lui, tu découvres que c'est un être touchant et sincère et proche de sa famille. Et dans mes retrouvailles, je pars sur certains stéréotypes de personnages pour les déconstruire après, pour après ça voir que derrière l'image qu'on a d'eux, c'est des vrais êtres humains. Oui. J'ai hâte de voir ça l'année que ça va sortir, Pierre-Marc. Puis là, il y a des aliens qui arrivent et qui Finalement, c'était un rêve. Oui, c'est bon ça. Je vais le noter. Super. Mais c'est ça, donc Stardew Valley, je vous conseille. Je voulais pas juste parler de film, c'est pour ça que j'ai un peu forcé pour arriver vers ce jeu. Non, c'est bien parfait. Ben, c'est pas ici qu'on va se plaindre de parler de gaming, certains. Mais tu sais, genre, j'ai parlé d'Hamilton, je trouve ça intéressant de voir que. On parle souvent des réalisateurs qui sont inspirés par des films, mais moi, j'ai été inspiré par une quantité de choses. C'est pas juste des films, c'est des jeux vidéo, c'est de la comédie musicale, c'est des séries télé, c'est des livres, c'est des peintures des fois. C'est comme tu disais aussi quand tu parlais de ton film puis de guerre, là, quand on en parlait tantôt, tu sais, t'as été influencé par une panoplie finalement d'expériences puis d'émotions qui ont façonné une œuvre. Exact. Mais c'est ça, c'est que ça se fait en continu parce que veux pas, t'es toujours influencé par l'art que tu consommes puis ce que tu trouves ce qui résonne pour toi finalement. Puis c'est sûr que jusqu'à un certain point, tu vas essayer de représenter à travers ton art qu'est-ce qui t'a vraiment marqué puis les choses que toi tu trouves qui sont tu sais, justement reconnaissables puis uniques, tu vas essayer de les représenter à travers ton œuvre aussi en t'inspirant de ce qui t'a toi-même impressionné. Donc tu sais, il y a jamais rien qui se crée à partir de rien non plus, tu sais, on s'inspire toujours de quelque chose qu'on a Mais déjà chaque vu. œuvre communique avec une autre œuvre. C'est ça, comme exact. les œuvres se répondent entre elles, genre. Ouais. Donc, puis sinon, tu sais, je parlais de comédie musicale. Regardez aussi Come From Away en passant, comme ça n'a aucun rapport avec avec mon œuvre, mais c'est une très bonne comédie musicale qui est une histoire chorale. Donc qui a quand même un lien. Il y a un lien quand même, mais je vous dis, je me suis pas inspiré rien là-dedans, mais Come From Away, c'est très touchant, genre, puis c'est très drôle en même temps. Bon, Dope. Ben écoute, à défaut de quoi que ce soit, je vais te dire premièrement que très certainement, il y a des scènes et des éléments dans tes films qui m'ont touché. Et que déjà ça, pour moi, ça j'espère que tu y vois une valeur, pas de moi spécifiquement, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ton entourage qui a été touché par tes films. Définitivement. Et j'espère que les gens auront eu un grand plaisir à découvrir un peu le cinéma, ta vision, etc., ce sur quoi tu travailles lors de ce premier épisode d'Artichaut. Et je te remercie infiniment, Pierre-Marc. Est-ce qu'il y a des places où les gens peuvent te suivre ou peut-être des projets que tu voudrais qu'on réfère? Ben écoute, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. J'ai pas de page Instagram ou TikTok que vous pouvez me suivre. Là. Que tes films, on peut en voir quelques-uns là, présentement? Ou... Ma vie avant ce film puis Guerre sont sur YouTube. OK. Donc, Doggy Bag, comme il n'est pas été encore présenté en festival, parce que vous attendez un peu avant de... On va attendre. Donc, il va être sur YouTube à court terme. Non, court terme, à moyen terme. Mais c'est ça, j'ai ma chaîne YouTube, c'est plus une chaîne que je présente mes courts-métrages pour envoyer à mes amis. Donc,
Vous pouvez la mettre en commentaire, vous pouvez l'envoyer. Ok, parfait. Ben, ça va être dans les commentaires en dessous du podcast. Puis, mais comment ça, juste au cas où, parce que j'avais peut-être pensé upload le podcast aussi sur Spotify. Donc, si, admettons que je peux pas rajouter de lien, ce serait quoi le nom de ta chaîne YouTube si on veut la chercher, mettons? C'est Fridayers, donc comme Friday, comme vendredi, rajoute Okay. ERS à la fin. Donc. Comme The Fridayers, là. Ouais. Ok, Fridayers, alright. Mais tu sais, comme je dis, il y a mes 2 courts-métrages, mais c'est tout ce que j'ai fait au cours des 10 dernières années. Donc, il y a des vidéos d'amis aussi qui sont pas très, très intéressantes à regarder. Mais d'ici 1 an ou 2, je me compte partir une chaîne YouTube. Je vous dis ça en passant, les gars. Qui va parler du cinéma. Donc, that's cool. On s'en reparlera d'ici là. J'espère que tu vas nous inviter à ton projet, ton épisode pilote pour qu'on en jase avec toi. Non, c'est correct, pas besoin. T'es pas obligé, mais non, ça nous fera plaisir en temps et lieu de donner la référence à tous nos nombreux auditeurs qui seront au compte de plusieurs millions rendus. Ben oui, puis tu sais, de toute façon, moi je vais continuer de te suivre sur Facebook et tout. Je suis toujours bien intéressé de voir ce que tu fais. Fait que on va rester en contact. Puis c'est ça, on se reparle de toute façon dans une semaine quand je devrais avoir fini le montage là, puis que je vais release tout ça. Parfait. Par curiosité, par curiosité, tu n'estimes pas que ça serait judicieux d'avoir une page ou d'avoir une chaîne un petit peu plus, tu sais, quelque chose d'un peu plus construit pour... Oui, j'y ai pensé, oui. Mais en fait, il y a Vimeo qui fait souvent... ouais. Mais pour l'instant, j'ai 2 courts-métrages, 3 si on compte Ducky Bag, donc je me dis c'est un peu vide alors que j'ai une autre... J'ai déjà Fridayers qui est comme là où je mets toutes mes vidéos que j'ai faites. Donc peut-être juste d'attendre d'avoir plus de substance avant de repartir une page, ouais. Puis sûrement que quand je vais faire mes chroniques de cinéma, je vais finir peut-être par mettre mes courts-métrages là-dessus aussi. Okay. Mais pour le moment, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient voir Ma vie avant ce film, puis Guerre, allez regarder Fridayers sur YouTube. D'ailleurs, Guerre, en fait, les deux sont très bons, mais Guerre, tout particulièrement, j'ai vraiment apprécié. Puis tout ça, autant pour l'aspect technique que la réflexion derrière. Puis je l'apprécie. Tu vois, tu as réussi à faire ça. J'apprécie encore plus ton œuvre maintenant que je t'ai écouté en parler. Fait que c'est quand même très positif ça aussi. Fait que j'espère que tu as intéressé des gens qui vont peut-être écouter notre podcast puis qui vont aller jeter un œil à ton film. Donc de toute façon, prenez le temps de le faire, ça vaut la peine. C'est vraiment un film très bien tourné. Du temps bien investi. Yes, exactement. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité plutôt. Ça nous fait plaisir. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben oui, écoute, que des remerciements. On est tellement Canadiens. Je viens d'en trigger quelques-uns. Là. Après 4 mois de confinement, je suis pas habitué de parler aux gens. Ouais, tout le monde. Et donc, je vous souhaite à tous une belle semaine et ce fut un plaisir de partager ce premier épisode d'Artichaut avec vous et je vous souhaite à bientôt. On a bien fait ça. À bientôt tout le monde. Yes.